Moin, hallo, bonjour, bienvenue, willkommen, welcome zu Haute-Cons, petit bourg rural et viticole de 600 âmes. Haute-Cons est situé au nord du département de la Moselle, sur la route des vins de la Moselle française et au cœur du pays des trois frontières, France, Allemagne, Luxembourg et de la communauté de communes Cattenom et environ avec ses 30 000 habitants. Dominant la vallée de la Moselle trinationale, renommée pour ses vins blancs tranquilles et pétillants en appellation d'origine, Haute-Cons est à 5 km de Schengen, au Luxembourg, le petit village de vignerons luxembourgeois où furent signés les accords de Schengen le 14 juin 1985, et à 5 km de Perl, en Allemagne, petite ville viticole et commerçante du Land de Saar. Ich schwätze Lützeburgisch wie der will, dann alles, ich kann durchgehen und nicht. Und ich spreche ja auch ganz gut Deutsch. Enfant du pays, passionné d'histoire locale, Gérard Parmentier étudie, explique et expose depuis plus de 20 ans photos, documents et témoignages pour sensibiliser jeunes et moins jeunes à l'histoire et à l'impact des trois guerres franco-allemandes sur le territoire et sur la commune frontalière de Haute-Cons. Par 3 fois annexé par le voisin allemand, le département de la Moselle célèbre cette année le 80e anniversaire de la libération et de la fin de l'annexion allemande lors de la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945. Voilà, c'est Monsieur Gérard Parmentier qui est l'historien et le concepteur de l'exposition que vous allez découvrir. Voilà. On lui fait un hurrah. Est-ce qu'on est à Cons-les-Bains ou à Haute-Cons? Ben voilà, je peux vous dire que vous avez 90 chances sur 100 que vos parents l'ignorent aussi. Vous êtes à Haute-Cons. À partir de la ligne là, etc., vous êtes déjà sur le banc de Haute-Cons. C'est-à-dire qu'une commune a un banc. Par exemple, vous êtes frontalier avec Schengen, ben Haute-Cons aussi. Donc si vous voulez, pendant la guerre, donc on parle de la guerre 39-45, c'est les Allemands qui occupaient la Moselle. Donc ça veut dire Haute-Cons et Cons-les-Bains. Haute-Cons c'était Obercons et Cons-les-Bains c'était Niedercons. Donc on avait une autre appellation. Donc ça veut dire que c'était occupé par les Allemands et en réalité il n'y avait que des petits chemins parce qu'il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait rien à l'époque. Donc il n'y avait que des petits chemins qui traversaient les vignes et tout le monde prenait sa hotte, mon père prenait sa hotte et emmenait les raisins jusqu'au pied de l'église. Et les Allemands, ben, ils ont fait des prisonniers, donc des prisonniers russes. C'est ce que vous allez voir des photos quand vous serez là-bas. Et donc les prisonniers, ils ont pris les prisonniers russes pour faire ce chemin. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le chemin des... Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle le chemin des Russes. Et ça veut dire que c'est un chemin privé qui appartient à chaque propriétaire, sachant quand même qu'il est obligé de laisser les attenants traverser, parce que s'ils ne me laissent pas passer, je ne le laisse pas passer non plus. Les Allemands, à un moment donné, sont allés, on verra surtout l'histoire d'une dame, Madame Del Pizzo, mais les Allemands ont pris 24 Ukrainiens, 12 garçons, 12 filles, de 18 à 20 ans, et les ont emmenés pour travailler à la fonderie de Cirque-les-Bains, par exemple. Et là, pareil, donc les Russes ont été embarqués dans la guerre comme nous, et donc eux sont venus ici, et nous, les Allemands nous ont envoyés en Russie. Donc justement parce que c'était plus simple de se battre en Russie pour nous, enfin pour ceux qui étaient obligés d'y aller. Donc ça veut dire qu'il y a eu des Russes ici et ils ont été faits prisonniers. Donc ils ont ramené pour travailler pour le Reich. Et donc ils ont créé ce chemin. Bonjour Véronique, vous allez bien? Oui. Heureuse de vous retrouver. Je vous attendais. Oui. Alors, vous préférez
qu'on dise Madame la maire, Madame le maire? Madame le maire. Ah, pourquoi? Parce que je pense que ça sonne mieux. Ça sonne mieux, Oui, Madame oui. le maire. C'est vrai que moi, j'ai toujours un temps d'hésitation Oui, et je crois que la plupart des gens disent Madame le maire. oui, tout le temps. En fait, l'objet initial de ce reportage, c'était cette exposition-conférence organisée par la commune avec le travail de Gérard Parmentier au mois de juin 2024, Oui, à laquelle Oui. inauguration donc, nous avons participé avec les enfants, oui, etc. avec les enfants des deux écoles. Oui. Voilà. Et pourquoi était-ce important pour vous d'organiser alors, cette exposition historique et de mettre en valeur le travail de M. Gérard Parmentier? Eh bien, en fait, à l'époque, au mois de juin, c'était les élections européennes. Oui. Voilà, les conflits européens, c'est bien si on peut les mettre derrière nous, mais il faut le rappeler à la jeunesse. Oui. C'est très important de faire ce devoir de mémoire pour que ça recommence plus. Et aussi dire que l'Europe, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que c'est vraiment... je crois qu'on ne peut plus vivre tout seul dans son pays. Il faut se grouper et faire les choses ensemble. Et de manière intelligente, que tout le monde y trouve un petit peu de retour. Georgette Del Pizzo et André. Oui. Donc, nous nous retrouvons à présent, en fait, chez votre maman. Votre maman arrive donc en 1944 à Rethel. Voilà. C'est ça. Micheline Kovalchuk. Comment le prononce-t-on en ukrainien? Kovalchuk. 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 Ok. On a toujours dit Kovalchuk, elle a toujours dit Kovalchuk. Ok. Oui. Et donc, elle atterrit. Mais Michalina. Hein, Ah, Miralina. Michalina, ouais. Oui. Mais Micheline est ici, tout dans le village. Quelques personnes savent qu'elle s'appelle Micheline. Oui, Ils elle s'appellent se faisait plus, Micheline Marie. Marie. Voilà. Micheline Elle Marie. avait un Oui. surnom, c'est Marie. Oui, tout le Dès monde, qu'elle c'est est la arrivée au Marie. village, sa belle-mère, elle, Ma grand-mère. sa grand-mère, elle a appelé tout de suite Marie. Parce que Michalina, c'était trop grand difficile. et difficile pour elle pour le dire parce qu'elle parlait l'allemand. Hein. Oui. Alors elle a dit, au raccourci, t'es la Marie. Ah oui, Voilà. d'accord. Et Et donc, elle en a ukrainien, laissé c'était jusqu'à Miralina. jusqu'à sa mort, Marie. Oui. Ok. Oui. Et il n'y a que très peu de gens qui savent qu'elle c'est Micheline. Voilà, Micheline. Maintenant, ils ont mis Micheline Mirkalina. Alors, oui, oui. Marie, alias Micheline Mirkalina, Yes. arrive à Rethel, Oui. donc en 1944. Ça doit être en 44, mais je ne sais pas de quel mois, je ne sais pas. Oui. Elle est venue à Haute-Conne, c'est une fois fait la connaissance de son père. D'accord. Voilà. Donc, Donc avant, elle ne connaissait pas Haute-Conne. Quand elle est venue à Rethel ou Cirque-les-Bains, moi c'est Rethel, mais c'est la fonderie de Cirque, on va dire. Et puis une fois arrivée à la fonderie, donc elle est restée là pour travailler dans l'usine. C'est une fonderie qui faisait entre autres les grenades. Voilà. Ok, Et donc- puis là, ils allaient dormir sur Rethel au couvent, en Ok. relais de force pour subvenir au manque de main-d'œuvre dans les usines en Allemagne. d'accord. Comment a-t-elle rencontré ici votre papa, Alois Feller, qui lui était de Haute-Conne? Oui. Mais c'est à la fonderie. Elle m'a Ouais. travaillé les jeunes Russes, ils allaient travailler à la fonderie. Ukrainienne. Et puis mon père, c'était le gardien qui les ramenait du couvent à la fonderie. C'est comme ça. Ça, c'est leur photo de mariée. Ça, c'est leur photo de mariage. Donc, en fait, ils se sont mariés en noir. Et donc, ensuite, ils ont décidé donc, de venir à Haute-Conne. Ils vivaient d'abord avec ta grand-mère, Oui. au blocos en bas. Oui. Et puis ensuite, bon, ils ont acheté ici. Ils ont racheté. Ah, ici, dans cette Ici, maison. ici, En fait, oui. c'était leur première demeure. Oui, Voilà, oui. voilà. Ah, Oui, d'accord. oui, oui. Qu'ils Et à ont donc- côté, c'était la grange. À côté, oui, la grange, là, il y avait des animaux dedans, le foie, la paille. Oui, c'est Et ça. vous qui êtes de Metz, Oui. André Ouais. Del Pito, donc vous êtes adjoint à Madame le maire aussi. Oui. Et donc vous vous êtes rencontrés à Haute-Conne? Ah non. Non. En tout cas, je ne connaissais même pas. C'était au fin Je fond. ne savais pas que ça existait. Vous êtes Ah, rencontrés non. comment? Bon, Au fin fond comme, du Luxembourg. comme les gens le font, Au bal, oui. On de Metz, sortait. je sortais pas mal, à droite à gauche, et puis après, une fois, après Metz, on avait un peu marre, donc on sortait au Luxembourg, et puis c'est au Luxembourg, là. on s'est Ah, vous êtes rencontrés au Luxembourg, Oui, donc tout à à fait. l'occasion d'un bal au Luxembourg. Oui. tout à fait. Luxembourgville? Non, Non, c'était non. à Esch. Dans un petit pays à côté de Esch. Oui, Dans à un côté petit village à d'Esch, côté oui. d'Esch, ouais. Très bien. Il y avait- Comment il s'appelle le coco maintenant?
Giflanche, non, non, c'est pas Giflanche. Vicrange. Vicranche, oui. Et donc vous avez tout de suite décidé de vous installer à Haute-Cône? Qui nous? Oui. Mais moi, je suis née ici. Ouais, mais c'est pas parce qu'on se voit la première fois qu'il faut tout de suite. Ah non, pas Non, tout de non, suite. non, Ah non. non, on n'est pas tout Non, de suite. non, non, Ah on laisse quand même non, quand même du temps. non, Oui, c'est pas ce que je On a quand même voulais dire. du temps. Ah, mais tout de suite, je veux dire, Ah non, mais- votre première demeure commune a été Haute-Cône? Tout à fait. Donc Ouais. c'est moi ouais. qui suis né ici. Ouais. Mais c'était une grande décision parce que Ah oui, c'est pas oui. mince. Quand on se Dans marie, ces années-là. ça fait 40 ans cette année-là. Ça c'est moi aussi, ça c'est les voisins, c'était pas au château. Village voisin, là, qui est à côté. Et ça c'est ma maman et moi. C'est pas trop difficile d'en parler. Bon. Non, non, on en parle régulièrement. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Alors justement, le village a été évacué le 16 septembre 1939. Et, la question que je lui ai posée, c'est dans quel genre de wagon elles ont été Mais non, on était dans un train quand même. dans un train wagon normal, elles ont pu s'asseoir. Voilà. Et j'ai dit que d'autres personnes, d'autres villages ont été mis dans un wagon imbécile, puisqu'il fallait Non, énormément de pour nous. Mais elles ont eu un maire qui était très débrouillard et qui a réussi à leur obtenir un wagon normal. Je sais qu'on s'est arrêté à Paris. Il y a des infirmières qui sont venues, ils ont demandé si on voulait du lait en allemand. Mais ici, du coup, vous êtes revenu quand? Un an Revenu un an après. donc septembre 1940. Et à ce moment-là, vous êtes allé à l'école allemande? Oui. Ici, à l'école. Dans cette salle. Dans cette salle? Comment vous vivez? C'est l'anniversaire des 80 ans de la libération du département de la Moselle et donc de Haute-Cône dans votre chair et dans votre cœur. Ben, ça fait. On vit ça comme ça. Hier, j'ai regardé tout ce qui s'est passé là. L'anniversaire du débarquement normal. Ouais. Non, mais là. Toujours avec beaucoup d'émotion. On en a parlé aujourd'hui Oui, encore. il y a toujours de l'émotion, hein, ça c'est sûr. Mais on était très bien avec ces gens-là, ils étaient très très gentils. Oui, là, elle parle de... On a De la Vienne, de Nintré. Vienne. Oui. Et quand vous êtes arrivé à Nintré, comment vous avez été prise en charge? Et Ben, chacun a eu, je sais pas, c'était le maire qui s'en occupait. Comme ma mère et moi, on était tout seuls, mon père était déjà décédé. ah oui. Accidentellement, j'avais 2 ans. Et pour nous, c'était la petite maison là pour. Ok. Et vous gardez des souvenirs de cette période? Ah oui, De Nintré. Est-ce que vous gardez? Ils nous ont tellement bien accueillis et tout. On leur écrivait encore longtemps. Bon, maintenant, ils sont tous morts, mais on correspondait toujours avec eux. Si la Seconde Guerre mondiale a également engendré de terribles souffrances et déchirements entre voisins frontaliers, aujourd'hui on cultive ici la fierté de ses origines et de la pratique de la langue du voisin. Je suis né allemand, hein. Je suis né pendant la guerre, donc je suis né allemand. Mais à Haute-Cône. Donc mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde a toujours été de Haute-Cône. Par contre, je suis né donc, en 42, je suis né allemand. Ensuite, en 45, je suis devenu français. Et depuis, donc, j'ai servi à l'armée, etc. Mais comme ma mère et mon père sont nés allemands, sont devenus français, sont redevenus allemands et sont redevenus français, donc ça, c'est toute la Moselle, c'est tout le monde est pareil. Par contre, mes 2 grands-mères étaient luxembourgeoises. Il y en a une qui était luxembourgeoise de Schengen et l'autre venait de Marnac. Donc je suis français, luxembourgeois et je suis né allemand. Alors, si vous avez des origines luxembourgeoises, allemandes et que vous êtes franco-luxembourgeois, sprechen Sie Deutsch oder Letzterburisch oder die beides? Ich schwätze Lützeburgisch wieder wild und alles, ich kann durchgehen und nicht. Ich spreche ja auch ganz gut Deutsch. Ah ja. Mais je n'ai jamais été dans aucune de ces 2 écoles. C'est-à-dire que c'est inné. Par contre, le français, à mon avis, je ne le maîtrise pas trop bien quand même.
sais pas si heureusement ou malheureusement, les guerres mondiales, c'est toujours des sujets qui intéressent beaucoup les élèves. Oui. Parce que je pense que c'est des sujets dont parlent beaucoup les familles, peut-être, à la maison, où on parle beaucoup à la télé. Il y a les armistices tous les ans, donc les gens entendent parler. Donc déjà, c'est un sujet qui les intéresse. Et puis, voilà, ils savent qu'on est dans une région un peu particulière, qui a navigué allemand-français. Ça, c'est un sujet qu'on travaille aussi en classe, souvent en fin d'année. Donc là, on est au mois de juin, donc forcément, C'est la fin de l'année. voilà, on est en train de regarder avec eux là, une série de dessins animés donc, qui ont été faits pour France Télévisions pour les enfants, qui s'appelle Les Grandes Vacances, qui raconte l'histoire de deux enfants parisiens qui ont été mis du coup chez les grands-parents en Normandie. Et puis, du coup, ils vont quand même vivre... l'exode et puis le retour, l'occupation et tout ça est raconté avec des yeux d'enfant, donc ça les plonge vraiment dans le quotidien d'un enfant de 1939 à 1945 puisque les dessins animés racontent vraiment toute la guerre. Et puis les grands, donc les CM1, CM2 sont aussi en train de lire un roman fantastique où une jeune fille est téléportée en 1943 et va rencontrer Jean Moulin. Donc on a aussi tout le volet de la résistance qui est travaillé avec les grands, qui est un volet qui les intéresse beaucoup. Parce que la résistance, la France, c'est des choses qui les marquent, qu'ils aiment bien étudier. Ça, on a toujours remarqué avec les années que c'est toujours un sujet qui plaît énormément. Et là, nous avons remarqué que malgré le niveau d'accès plutôt difficile de l'exposition de M. Parmentier, ils sont très intéressés. Et à quoi ça tient, d'après vous ? Alors, des simples noms, parce qu'en fait, ils repèrent des noms de leur famille, de leurs grands-parents, de leurs tantes, de leurs grands-oncles sur les panneaux. Là, vous avez vu, quand on est sorti, il y avait un qui disait « Ah, Conrad, c'est son nom de famille », donc il l'a vu sur la liste, donc forcément, ça l'a intéressé, il a lu le panneau. Oui, parce qu'ils ont des ancêtres, en fait, c'est ça. qui ont vécu de très On a des élèves qui souvent sont là depuis plusieurs générations. C'est des familles qui sont ancrées dans mon village de Haute-Cons et Cons. Et donc les grands-parents, les arrière-grands-parents étaient déjà là. Donc forcément, même sur les monuments aux morts qu'on a déjà visités aussi avec eux, il y a les noms de leur famille. Ils ont des ancêtres qui sont sur les monuments, qui sont morts à la Première Guerre ou à la Deuxième Guerre. Donc quand on y va, à chaque fois, on a un élève « Ah oui, c'est le nom de mon arrière-grand-mère ». 2 fois par mois, les aînés des environs se réunissent à Haute-Cons pour un café clatch entre amis, une tradition allemande éminemment sympathique. Café clatch, voilà. Ne me fatiguez pas, On vient à l'heure du café clatch, c'est ça ? Oui, c'est ça. Venez. Est-ce qu'on peut venir vous embêter 5 minutes ? Oui, venez. Bonjour madame. Scrabble, Grille-Cube, Dada, Belote. Et nous passons une bonne après-midi. Le café clatch, ça ne sert pas seulement à clatcher, hein, mais ça sert aussi à jouer. Parce que c'était moi. Mais... Alors, racontez-nous. Waouh! Elle a 100 ans sur moi. Hein. Elle a au moins 90 ans, c'est ça? Ben oui, plus que 90. Alors c'est du coton ou de la soie sauvage? Je ne sais pas. Waouh, magnifique. Et alors, la dernière fois qu'elle a été mise, c'était mon petit-fils de Luxembourg qui a 34 ans aujourd'hui. Mais je l'avais fait nettoyer quand même. Et il a été ça, il y a le baptisé ruban bleu. Il y a aussi le ruban rose. Quand c'était une fille, c'était le ruban rose. Ah, et alors votre petit-fils avait été baptisé à Haute-Cons ou non, au Luxembourg. Au Luxembourg, avec cette robe de baptême. Alors, racontez-nous l'histoire de cette robe de baptême. Eh bien, quand on est parti dans la Vienne, en 1939, oui, quand vous avez été évacué dans la Vienne, vous, avec votre maman. On avait le droit d'emmener plus qu'il fallait. Hein. Oui. Et puis ma mère, on avait un coffre en bois avec un grand couvercle comme ça, bombé. Ma mère avait mis des draps dedans et la robe là. Et elle l'a mis au grenier et elle a mis du foin dessus et tout. Et on est parti dans la Vienne. Après, quand on est revenu, on était déjà quelques mois à la maison. Elle avait pu penser à ce qu'elle avait caché. Oui. Alors elle a retrouvé ça et elle était toute contente. Ouais, et vous aviez quel âge à ce moment-là? 5 ans, j'avais 5 ans. Et vous
Oui, oui. Je trouve que c'est comme matière, en tout cas, c'est tout léger, souple. Hier soir, ma petite fille, elle a encore dit, tu me la donnes si jamais j'ai des petits-enfants. Je le mets. Et oui, pourquoi pas. Ben oui, merci. Il y en a qui savent y faire. Oui. L'air de rien, j'ai été embauchée. Merci. Oui, deux. C'est magnifique, personne. Parce qu'elle est pas. C'est écrit. Autre institution culturelle et ancestrale à Haute-Cons sur la route des vins de la Moselle française, la culture de la vigne, bien sûr. Entre amateurs et professionnels de la vigne, on se comprend. Il y a encore des viticulteurs ou des vignerons professionnels, mais il reste à Haute-Cons, je ne sais pas s'il y en a encore à Cons-les-Bains, mais il reste un certain nombre d'amateurs qui ont gardé la vigne, parce qu'il faut quand même dire au siècle dernier, tout le monde avait sa vigne. Il n'y avait pas de viticulteurs, tout le monde était ouvrier, paysan, etc. Donc il se trouve que, par exemple, parmi ceux qui restent, il y a moi. Donc j'ai une vigne dans le domaine de M. Paquet. Donc c'est pour ça qu'il m'appelle le Gaulois. Astérix, c'est moi. Est-ce qu'à partir d'un raisin noir, on peut faire du vin blanc? Est-ce qu'on peut faire du rosé? Est-ce qu'on peut faire du rouge, etc. Effectivement, à partir d'un raisin noir, d'un raisin rouge, on peut faire un blanc, on peut faire un rosé et on peut faire un rouge. C'est une histoire de macération pelliculaire. Ça veut dire que plus longtemps vous laissez les baies tremper dans leur jus avant de les presser, et vous allez extraire une couleur au bout de 3-4 jours, et là ça peut aller jusqu'au rouge foncé, on peut s'arrêter au rosé, et on peut ne pas le macérer du tout, et ça restera donc un raisin rouge, de nature rouge au départ, peut vous faire un vin blanc. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un blanc de noir. Par contre, donc, pour revenir sur la question, il est vrai qu'avec un raisin noir, on peut faire du vin blanc. Pourquoi? Parce que le jus qui est à l'intérieur du raisin est blanc. Par contre, il existe des raisins, et c'était un peu ce qu'il y avait à Haute-Cons, parce qu'à Haute-Cons, on faisait des raisins de qualité et on faisait des hybrides. Donc ça veut dire que c'est le vin qu'on buvait, c'est pas celui qu'on vendait. Et donc là, c'est un raisin qui a un jus noir à l'intérieur, et avec ce raisin-là, on ne peut faire que du gros rouge. Claire Hamelin, originaire de Thionville, est la 19e viticultrice de l'AOC Moselle en phase de renouveau et a décidé de s'installer à Haute-Cons après avoir étudié la viticulture et le marketing en voyageant à travers les différents vignobles de France et du Luxembourg. Oui. Le domaine de l'Albar exactement. Pourquoi l'Albar? Parce que c'est le ruisseau en fait qui fait la frontière avec le Luxembourg et la France et qui traverse Haute-Cons, qui passe normalement derrière mon jardin et qui se jette en fait dans la Moselle à Haute-Cons. Justement après avoir envie de voyager pendant 10 ans, et j'ai eu envie de rentrer chez moi. La famille me rappelait et voilà, et en fait, je suis allée travailler au Luxembourg. C'est vrai que la Moselle, j'y avais jamais trop pensé en tant que terroir, pour pays du vin, ce qui est un peu bizarre parce que voilà, je suis d'ici quoi. Mais en voyageant à droite à gauche, c'est vrai que j'étais plus dans des grosses appellations et honnêtement, je pensais pas revenir quoi. Même je pensais m'installer ailleurs. Et puis la famille manquait, voilà. Du coup, j'ai décidé de revenir. Et puis en revenant, je suis allée travailler au Luxembourg, toujours dans la vigne. Et j'ai découvert notamment un grand monsieur, Abby, chez qui j'ai travaillé pendant presque 2 ans, et je lui ai parlé un peu de mon projet. Donc c'était à Grevenmacher, Château Coquet. Donc Abby et Laurence Dur. Et en parlant de mon projet, Abby m'a dit mais Claire, en fait, c'est pas ailleurs qu'il faut t'installer, quoi. C'est ici, il y a vraiment quelque chose à faire. Quand on cherche à s'installer sur la Moselle, qui plus est les 3 frontières ici, c'est hyper compliqué parce que trouver les vignes, ça a été relativement facile.
Mais par contre, le problème de la région, c'est qu'on est frontalier avec le Luxembourg. Du coup, les terrains sont très chers pour acheter, pour trouver un terrain. Donc il n'y a pas de domaine viticole à vendre. On ne peut pas racheter une cave déjà en place. On ne peut pas racheter un lopin de terre parce qu'il n'y a pas de remembrement et qu'il y a plein de zones inondables à cause de la Moselle. Donc ça réduit vachement les zones, surtout que pour être dans l'AOC, faire du vin d'AOC, on a le droit qu'à certaines communes qui sont les plus frontalières, les plus construites et là où il y a le moins d'options, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Des bulles pour plus tard parce que c'est un équipement, un coût et un équipement supplémentaire et une technique que j'ai pas encore vraiment acquise. Donc déjà faire des vins blancs, rouges, de la meilleure qualité possible. J'aimerais bien faire, je vais pas être prétentieuse, mais j'aimerais bien faire quelque chose de grand, quoi. Du coup, voilà, là j'ai normalement trouvé une maison pour m'installer avec de quoi faire une belle cave. Alors, nous, on travaille, on n'est pas bio, on travaille de manière raisonnée. Je fais ce qu'il faut quand il le faut, d'accord? Il n'y a pas de surplus. Il y a des années où je passe avec 3 traitements dans ma vie, on me dit comment tu fais? C'est comme ça. Et la première particularité, c'est que je travaille que sur une arcure. Une arcure. C'est-à-dire? C'est une arcure qui produit tous les bois qui sont des porteurs de fruits. Alors que normalement, je peux en mettre 2, une de chaque côté. Je n'en mets qu'une, c'est une meilleure concentration au niveau des arômes, c'est une meilleure concentration au niveau de la maturité. Tout est avantageux de ce côté-là. Bon, c'est sûr, les récoltes est moins importante, mais de meilleure qualité. Et notre objectif, c'est de faire de la qualité, non pas du volume. Et ça, c'est 30 ans que ça nous suit et je ne changerai pas mon fusil d'épaule. Oui, vous dites 30 ans. En fait, votre vignoble, en fait, dont on voit une partie derrière vous, il n'a que 30 ans parce que ce sont des vignes que vous avez plantées. Plantées, absolument. Une partie a été rachetée, une partie a été plantée. Dans quel état était le vignoble ou le terrain quand vous l'avez acheté il y a 30 ans? On a passé déjà 2 ans pour rectifier les tailles qui étaient faites précédemment qui ne nous convenaient pas. Ça veut dire qu'on avait taillé la vigne de sorte pour qu'elle produise, parce que tout était en rentabilité au kilo, à travers des coopératives, alors que nous, on est vignerons de métier, donc je fais mon vin du début jusqu'à la fin. Il fut un temps, on était connus, aujourd'hui on est reconnus. Donc c'est déjà une belle reconnaissance. Alors des fois on me dit, mais tu dois être fier de toi, on ne peut pas être fier de soi-même. Si vous pouvez être fier de moi. Moi, ce que je fais, je trouve ça tout à fait normal. Comment appréhendez-vous ou comparez-vous les 3 différentes AOC, AOP, l'AOC Moselle française, l'AOP Moselle luxembourgeoise et l'AOP donc Mosel Wein, l'allemande? Bon, il y a des très bons vins chez nos voisins luxembourgeois, il y a des très bons vins chez nos voisins allemands. La preuve, c'est que un jour, j'ai mes 2 collègues, que je connaissais, le domaine Henri Rupert à Schengen, et donc le domaine de Schmidt-Weber à Perle. Et un jour, ils se sont arrêtés chez nous. Ils m'ont dit, on a fait le tour de la Moselle, on a goûté des vins, et on s'arrête chez toi. Tu nous as interpellés. Warum? Alors moi, je ne comprends pas très bien. Il me dit, j'ai dit, attendez les gars, je sais que toi, tu as plus de 20 hectares, toi, tu en as plus de 25, et moi, j'en ai 3. Qu'est-ce que vous venez faire avec un petit vigneron comme moi? On ne joue pas dans la même cour. Et la réponse a été simple. Il m'a dit, tu as un petit vignoble et tu as une très grande qualité. Alors on est parti comme ça, puis on a fait notre vin des 3 frontières depuis que je vous fais goûter tout à l'heure. Chez moi, quand vous buvez un vin des 3 frontières, c'est 3 Pinot Gris de 3 pays différents. Mais c'est 3 Pinot Gris à l'identique. Et ce millésime-là, c'est moi qui l'ai vinifié. Qu'est-ce que ça veut dire 3 Pinot Gris à l'identique? Ça veut dire que c'est 3 Pinot Gris, c'est le même cépage, qui a été suivi avec un cahier des charges très précis qui a été établi entre nous 3 et qu'on respecte chacun la charte. Mais de chacun des terroirs. Chacun des terroirs. Ouais. Et ensuite, ça arrive chez moi. Moi, je le prends en main, je le prends en charge, je le vinifie. Et une fois que une fois que c'est mis en bouteille chez moi, ça repart, chacun vient rechercher sa part. Tous les 3 ans, on se passe la main. Une fois c'est mon copain qui est à Perle, une fois c'est mon copain qui est au Luxembourg, et ainsi de suite, après ça revient chez moi. Ouais. Et alors ce millésime-là, c'est moi qui l'ai vinifié. Ok, et vous l'avez appelé comment donc ce vin des 3 frontières? Vin des 3 frontières. Le vin des 3 frontières, porte bien son nom, quoi. Comme le disent les étiquettes, c'est 3 pays, 3 vignerons, une passion. Avec Myriam Bartel, adjointe au maire, nous avons à présent rendez-vous place de l'église Saint-Hubert, seule église des villages environnants
à avoir conservé sa tour romane du XIIe siècle avec son coq à pattes. Depuis cette place, le point de vue sur le vignoble et la vallée de la Moselle est imprenable. Ce point de vue fait partie d'ailleurs des 9 stations de découverte d'un circuit de promenade en cours d'élaboration par la commune avec Gérard Parmentier pour les promeneurs du dimanche et autres touristes. Ici à l'église, où on va retrouver 3 panneaux. Donc l'église, le monument aux morts et l'ancien cimetière. Oui. De là, nous allons emprunter ce chemin qu'il va falloir que l'on crée et se retrouver dans le chemin des Russes sous l'église. Oui. On arrivera donc ici à l'entrée du chemin des Russes côté village et on trouvera le panneau chemin des Russes. Ensuite, avec les explications, dans les 3 langues. Ah ben voilà, tout à fait. Ensuite, on rejoint le village et on va descendre sur la route en direction du cimetière actuel. Oui. De là, on va traverser une partie boisée, entretenue déjà, un chemin qui est ouvert, et on arrivera sur le tilleul. Le fameux tilleul tricentenaire. Voilà. Donc le tilleul, on pourrait même baptiser ça la place du tilleul. Oui. Ensuite, nous descendons donc en direction de l'entrée du village pour repartir sur la rue du Moulin, qui porte son nom parce qu'ici nous avons à l'entrée le moulin de la famille Taïtion. Au bout de cette rue, on descend en direction donc la fameuse rivière, l'Albar, sur laquelle nous allons mettre un panneau Albar et Moulin évidemment. Oui. Une petite boucle vers à calvaire. Alors on a aussi la particularité d'avoir 2-3 calvaires sur les sentiers. Oui. Donc le calvaire du Liederfus que l'on a remarqué ici. Liederfus. Voilà, c'est le lieu dit en fait. Okay. Et puis ce calvaire a une histoire. Ensuite, on va reprendre, continuer sur la rue basse, remonter vers le village, la rue des Vergers. Une partie de la rue des Vergers qui n'est pas constructible, donc une partie sentier, pour revenir par ici au point de départ. Saint-Nicolas, le grand patron protecteur des enfants et de tous les écoliers, voilà une autre tradition emblématique fêtée chaque 6 décembre au Luxembourg, en Allemagne, en Lorraine, dans le Grand Est et le nord de l'Europe et bien sûr à Haute-Cons. Saint-Nicolas, c'est une tradition ancrée à Haute-Cons et toute petite, voilà, ça fait partie des souvenirs. Saint-Nicolas venait à la maison, il n'y avait pas besoin de lui dire de venir. Alors jamais tout seul, là, lui ça va, mais les pères fouettards c'est différent. Donc il se promène de maison en maison. Et j'ai hérité de ce rôle de jouer, entre guillemets, la secrétaire de Saint-Nicolas depuis 1989, je crois, 90 peut-être. En fait, toute jeune, toute jeune. Ah oui. Tous les, vous accompagnez aussi, en fait. Oui. Donc ils passent traditionnellement dans les maisons avec une visite individuelle aux enfants. Ensuite, les parents qui le veulent, bien entendu, hein, parce que voilà, ça peut être aussi effrayant quand même, les pères fouettards. Il y en a 2 à Haute-Cons, hein, et ils ne sont pas gentils. Voilà. Et puis, donc après, depuis quelques années, on tente de tenir un défilé et une distribution de friandises à tous les enfants. Non, la petite Juju ne court pas derrière son bon patron, mais bien vers son aire de jeu préféré à Haute-Cons. Cela dit, elle ne sait plus très bien sur quelle frontière danser. Et ton école, elle est où? Elle est au Luxembourg, elle est en Allemagne ou elle est à Haute-Cons? Ou en France? Elle est à Haute-Cons. À Haute-Cons. Et Haute-Cons, c'est en France, c'est au Luxembourg ou c'est en Allemagne? C'est en Allemagne. Non. Ah oui. Nous, on habite en France. Oui, c'est en France. Ah, c'est en France. Ah, alors on verra le parc. Ah, c'est une petite aire de jeu? Oui, c'est ça le parc. Okay. Maintenant, avant, il était tout petit, mais maintenant, ils l'ont défait, maintenant, ils l'ont fait à grand avec. Ah, c'est bien? Tu aimes bien? Il y a beaucoup aussi de sport, ou alors on peut faire du foot. Ah! Moyenne. Qu'est-ce
que vous avez aujourd'hui, mademoiselle? Du fromage, du fromage de chèvre, du fromage qui s'en épine de mon papa. D'accord. Eh ben, moi, je veux le fromage de chèvre, s'il vous plaît. Merci. C'est 25 €. Tenez. Merci. Au revoir. Allez. Partageant la plus grande bande frontière de France avec le Luxembourg, 75% des habitants de Haute-Cons et de la communauté de communes Cattenom et environ travaillent au Luxembourg parmi 110 000 Français. Mais qu'en est-il réellement des relations avec le voisin luxembourgeois ? J'ai eu beaucoup de liens avec la commune de Schengen pour les Jeux Olympiques. Oui. Voilà, que le passage de la flamme, ils ont été vraiment super avec nos écoles. C'est-à-dire que vous avez été invité Oui. par le bourgmestre de Schengen, Michel Bloden, à venir assister au passage de la flamme avec les enfants des écoles. Oui. Donc de Conslemin et Haute-Cons. Conslemin et Haute-Cons. Puisque nous sommes en RPI. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire RPI? Un regroupement pédagogique. D'accord, donc les élèves sont scolarisés. Quand ils sont jeunes, de 3 à 7 ans, ils viennent ici, et de 7 à 11, ils vont à Cons. À l'image de cette flamme olympique de passage au pays des trois frontières, le travail de mémoire réalisé par Gérard Parmentier avec la commune de Haute-Cons pour sensibiliser les plus jeunes et hisser haut l'espoir d'une paix durable, nous paraphrasons ici les paroles de Jean-Jacques Goldman dans sa chanson « Si j'étais né en 17 » à Leidenstadt pour former le vœu qu'on nous épargne, toi et moi, vous et moi, si possible très longtemps d'avoir à choisir un camp et qu'on nous permette d'œuvrer pour une coopération transfrontalière toujours plus constructive et fraternelle au pays des trois frontières, France, Allemagne, Luxembourg et partout dans le monde. Eddie, tschüss, à bientôt, bis gespannt, Haute-Cons.